In August 1914, Herbert Hoover was a successful American mining engineer living in London. He was at the pinnacle of his profession, with business interests on every continent except Antarctica. He was also restless, confiding to a friend that just making money isn't enough. He wanted, he said, to get in the big game somewhere, the big game of public life. His opportunity arose in circumstances he could never have imagined. Just a few days before his 40th birthday, most of Europe plunged into the greatest armed conflict in 100 years. On August 4th, as Great Britain declared war on Imperial Germany, Hoover wrote to a friend, "If my judgment of the situation is right, we are on the verge of 7 years of considerable privation." The American engineer was prophetic. For the next 7 years, privation did indeed engulf much of the world, and the struggle against it determined the direction of his life. In the chaotic early weeks of the fighting, Hoover and other leading Americans residing in London organized temporary emergency relief assistance for more than 100,000 American travelers fleeing the continent of Europe for London and safe passage home. Hoover's efficient leadership of this effort impressed the American ambassador to Great Britain, Walter Hines Page, who, along with others, soon tapped Hoover for a far greater mission of mercy. In the summer of 1914, as we know, an invading German army overran the small neutral nation of Belgium. Dependent upon imported food for most of its consumption, yet trapped between a hostile occupier and a British naval blockade of its German enemy, the civilian population of Belgium faced starvation unless sustenance could somehow be obtained from the outside world. With the approval of Ambassador Page and the acquiescence of the warring British and German governments, Hoover established on October 22, 1914, a neutral, benevolent entity called the Commission for Relief in Belgium, or CRB, to purchase, transport, and deliver food to the beleaguered Belgian populace. Initially, no one anticipated that this humanitarian mission would last more than a few months. But as the clash of giant armies degenerated into a gruesome stalemate on the Western Front, Hoover's emergency relief undertaking for Belgium turned into an elaborate enterprise without precedent in human history. An organized rescue of an entire nation from starvation in the middle of a war. Within a few months, Hoover and his team of mostly American volunteers built the CRB into a remarkable organization. It had its own flag. It had its own fleet. It negotiated treaties, so to speak, with some of the warring European powers. A British government official called it a piratical state, organized for benevolence. Its leader, Hoover, enjoyed informal diplomatic immunity and traveled freely through enemy lines. The tasks that the Commission for Relief in Belgium performed were daunting. First, it had to raise money throughout the world, partly through charitable appeals, but primarily, as the war went on, through subsidies from the British, French, and eventually United States governments. With this money, it had to purchase wheat and other foodstuffs from North America, South America, and Australia. Then it had to ship these foodstuffs to Belgium. When its ships entered the European war zone, they were required to navigate carefully, lest they be seized by the British Navy or subjected to German submarine attack. And when the food-laden vessels reached the neutral Dutch port of Rotterdam, their cargo had to be unloaded
for conveyance by canal into isolated Belgium. Once inside the occupied country, the supplies had to be prepared for human consumption in mills, dairies, and bakeries. Then the food had to be distributed equitably among more than 7 million men, women, and children scattered over more than 2,500 villages, cities, and towns. As part of its multifaceted work, the CRB needed to verify that the daily food allotments reached their intended recipients and not the German Army of Occupation, which had pledged not to steal the food or interfere. Working with Hoover and his mostly American staff was a devoted network of tens of thousands of Belgian volunteers in every commune who handled the distribution of food at that level throughout their land. At the head of the Belgians' effort were some of the country's most eminent business leaders. Is this as if this were not enough? In early 1915, Hoover's organization was permitted to extend its life-sustaining operations to the occupied territories, of which we heard this morning. Indeed, to more than 2 million French civilians subsisting in desperate conditions on French soil behind the German lines on the Western Front. Thus, the CRB's work came to encompass a total area of Belgium and occupied France of more than 20,000 square miles. Between 1914 and the cessation of its work in the summer of 1919, the CRB delivered nearly 5 million metric tons of supplies to more than 9 million civilians inside Belgium and German-occupied northern France. In so doing, it expended nearly $1 billion US, the equivalent today of more than $12 billion or approximately 14 billion euros. In the course of these exertions, Hoover, working voluntarily and without pay, became an international hero, the embodiment of a new force in global politics, American benevolence in the form of humanitarian aid programs. In 1916, Lord Eustace Percy of the British Foreign Office described him as the advance guard and symbol of the sense of responsibility of the American people towards Europe. At home, Hoover gained stature as a master of emergencies, as he was called, and as a symbol of practical idealism. For Hoover, the Belgian relief effort turned out to be his first great act in a long career on the world stage. When the United States entered the World War in 1917, he left behind day-to-day supervision of the CRB to others inside Belgium, and remained head of the CRB from afar, and also became head of the US Food Administration, some of whose posters are replicated in the museum here. That was in the government of President Woodrow Wilson in Washington. At the war's end, in November of 1918, President Wilson dispatched him to Europe to take charge now of food distribution to a continent exhausted by war and threatened by famine and disease. While Wilson and the Allied leaders struggled to draft a peace treaty in Paris, Hoover, as Director General of Relief and chairman of a new US government agency called the American Relief Administration, ARA, organized the disbursement of food to hungry people in more than 20 nations. In the process, he helped thereby to quell the danger of communist revolutions in Central Europe. With the signing of the Treaty of Versailles in the summer of 1919, Hoover's relief and reconstruction efforts entered a new phase. The American Relief Administration was reconstituted as a non-governmental organization known as the ARA European Children's Fund.
with Hoover himself at the helm. It became part of a growing empire of philanthropy that he and his associates developed to cope with the Great War's aftermath. Between 1921 and 1923, in its most extraordinary relief project of all, the now private ARA organized a program of relief in the interior of Soviet Russia, where the worst famine in Europe since the Middle Ages was raging. Millions of Russians died before Hoover's food supplies could reach them, but millions more survived thanks to his provision and that provided by his volunteers. At its peak of operations, the ARA fed upwards of 10 million people in Russia a day. All in all, between 1914 and 1923, Hoover directed, financed, or assisted a multitude of international relief endeavors without parallel in history. During this 10-year period, almost, the CRB, the ARA, and numerous other governments and private organizations delivered a total of nearly 34 million metric tons of food to the nations and peoples imperiled by World War I and its aftermath. In today's currency, the value of this aid from all those sources exceeded $60 billion, if we translate into today's values in money. For most of this undertaking, the man with supreme responsibility was Hoover. It was later said of him that he was responsible for saving more lives than any other person in history. But, and this point is crucial, when Hoover returned to America in September 1919, he did not retire quietly to private life. Most importantly, for the development of 20th century humanitarianism, in 1919 and 1920, he farsightedly undertook to institutionalize the benevolent initiatives that had catapulted him to international prominence. One of his first steps was the establishment of the ARA European Children's Fund, which I mentioned a moment ago, which provided daily meals to an estimated 3 million children in Eastern and Central Europe in the early 1920s. Another project was his creation in 1919 of an extraordinary private archive of historical documentation on the Great War, including the records of his relief agencies. His ever-expanding archive and the research center that grew from it became known, and is known to us today, as the Hoover Institution on War, Revolution, and Peace, a monument, if you will, to his humanitarianism, and also one of his most enduring legacies, and a resource with which many of you in this room are familiar, I'm sure. I'm sure many of you have been to the Hoover Institution for scholarly research. Other post-war Hoover initiatives focused primarily on Belgium. More than any other American after World War I, Hoover contributed consequentially to Belgium's material and spiritual regeneration. In 1919 and 1920, as the CRB wound up its work, he arranged with the Belgian government to donate substantial sums of leftover CRB relief funds to support the rehabilitation of Belgian educational institutions and to launch a Belgian philanthropic foundation known as the Fondation Universitaire. He also used some of the surplus CRB money to establish a parallel American entity known today as the Belgian American Educational Foundation, which under his leadership financed scholarly exchange programs and other philanthropic endeavors relating to Belgium, including crucial financial support in 1925
for completion of the restoration of the library of the University of Louvain, now Leuven, which the German army, as I'm sure you know, had destroyed in 1914. It was Hoover who personally engineered this large and indispensable gift when the restoration project was in danger of failing for lack of money. Today, nearly a century after their foundation, both the Fondation Universitaire and the BAEF remain active. Further evidence of the long-range institutional consequences of Hoover's humanitarian response to the Great War. In later years, the ARA and the BEF served as an alumni society for Hoover and his former relief associates, who would get together for ceremonial occasions and who were always ready for service in his philanthropic enterprises. After World War II, for instance, Hoover was a catalyst for the creation of the United Nations International Children's Emergency Fund, or UNICEF. Not the sole catalyst, but one of the important factors. One of his associates in the CRB in World War I, Maurice Pate, became UNICEF's first executive director and remained in that capacity for about 20 years. Pate himself unabashedly called Hoover the father of UNICEF and declared that it was Hoover who originally had the idea of setting up the fund in the framework of the United Nations. Thanks in considerable measure to Hoover's initiative and persistence, another institution for aid to the innocent was born. In the final years of his life, the memory of World War I weighed increasingly on Hoover's mind. Between 1959 and 1964, as he neared the age of 90, he wrote and published a 4-volume history of the American-led enterprises in compassion, as he called them, that had delivered food to millions of people in the era of the 2 world wars. He entitled his massive narrative, An American Epic. For thousands of years, he wrote, the question, am I my brother's keeper, has echoed in the conscience of mankind. The American people were the first in history to accept that obligation as a nation. Those were Hoover's words. It was a story, he feared, that was being lost to history. 100 years after the outbreak of World War I, it sometimes seems that his fear has been realized. Few Americans today have more than a hazy awareness of the First World War, let alone of Hoover's American epic. In part, this ignorance is due to the tendency of many historians, not represented in this room, to focus on the war's battles and tangled statecraft, not on those individuals and institutions that eased the suffering of non-combatants. But if the passage of time and the conventions of academic historiography, which I hope are changing, have dimmed our consciousness of the humanitarian response to the Great War, the centennial of America's entry into the war provides a fitting opportunity for remembrance and reappraisal. For the work of the Commission for Relief in Belgium and its successors was more than a minor episode in that conflict. It was, in fact, a pioneering effort in global philanthropy. The CRB and Hoover's other relief endeavors were among the forerunners of the vast network of transnational, non-governmental, benevolent organizations with which we are familiar today. Some years ago, the American historian Peter Viereck declared that the First World War was the worst single catastrophe in human history. In the next few years, here in Meaux and elsewhere, we will have many occasions to ponder the war's appalling costs.
But let us also reflect, as we are doing today, upon the resourceful humanitarian ventures initiated by Hoover and many other American volunteers, both inside and outside his orbit. Here is one legacy of the Great War that can comfort and inspire. Thank you. Je discuterai aujourd'hui du résultat de mes recherches sur la philanthropie de la communauté juive américaine à l'époque de la Grande Guerre, sujet que je compte publier dans un livre. La Première Guerre mondiale était probablement le tournant de l'histoire juive moderne, caractérisée notamment par l'ascendant international pris par les États-Unis, la déclaration de Balfour en faveur d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine, la révolution russe et la création des États d'Europe de l'Est. Cette époque charnière a complètement transformé la vie des Juifs en Europe et en Palestine et a forgé un nouveau leadership internationaliste juif aux États-Unis. À peine la guerre avait-elle éclaté que la communauté juive américaine s'était engagée dans des programmes de secours pour seconder les Juifs qui se trouvaient pris en étau au milieu d'empires aux abois. Au cours des 15 années qui ont suivi, les Juifs américains ont construit une infrastructure humanitaire sans précédent dans le cadre d'un projet de long terme visant à protéger, reconstruire et refaçonner la vie juive en Europe. Ce faisant, ils se sont basés sur des modèles de philanthropie juive et se sont ralliés à des programmes humanitaires américains au début de l'entre-deux-guerres. Je fournirai d'abord un aperçu général de l'histoire du secours américain juif international entre le début de la Grande Guerre et le crash boursier de Wall Street 15 ans plus tard. Une histoire que j'ai recouvrée dans des archives, une histoire oubliée sous le poids de la Shoah. Je discuterai ensuite de la manière dont ce projet philanthropique s'inscrivait dans le cadre plus large de la philanthropie américaine de cette période. Il est toutefois important de rappeler que cette recherche se base sur l'expérience personnelle d'acteurs juifs, telle que retranscrite et représentée par les documents qu'eux-mêmes ont écrits, mais que cette histoire se déroule dans un contexte plus large d'antisémitisme et de représentation ainsi que de projection que la société environnante se faisait des Juifs. À l'aube de la Grande Guerre, en 1914, il y avait approximativement 14 millions de Juifs dans le monde, dont 6 millions qui vivaient dans l'Empire russe, confinés depuis longtemps à l'extrémité occidentale de celui-ci, espace connu sous le nom de la zone de résidence. Sur cette carte de l'Europe avant la guerre, vous pouvez voir la proximité de la zone de résidence et des empires austro-hongrois, allemands et au sud ottoman. La zone de résidence couvrait donc la région qui couvrait Vilnius, Varsovie, Lemberg en Autriche-Hongroise orientale, Kiev, Odessa, la Roumanie, Constantinople et la Palestine un peu plus au sud où la carte se termine. En tant que société européenne, autodétruite mais tentant de se reconstruire, la communauté juive d'Europe de l'Est ne se trouvait pas seulement sur le front est de la Grande Guerre, mais se sont retrouvés balayés malgré eux par la révolution russe, la guerre soviéto-polonaise et l'écroulement de l'Empire ottoman. Sur cette carte datant de 1919, vous pouvez voir la manière dont le front de l'Est a entraîné le déplacement en masse des Juifs, créant une crise de réfugiés. Les flèches indiquent le nombre et la direction de ces réfugiés juifs, et la carte dénombre aussi le nombre de Juifs avant et après la guerre dans chaque pays.
La Première Guerre mondiale a profondément mis en relief la question juive, laquelle qui a longtemps hanté les sociétés européennes pendant le siècle précédent. J'aime à la conceptualiser en question juive au pluriel, une série d'enjeux inextricables qui concernent l'émancipation, l'antisémitisme, le sionisme, la citoyenneté, le travail, le capitalisme et la violence anti-juive. Un ensemble de questions qui se rejoignent dans la question plus large de savoir comment les Juifs devaient aborder leurs relations avec la société européenne moderne. Pendant et après la guerre, les Juifs ont été sujets à des pogroms, à des déportations, à la destruction de leurs propriétés, ainsi que des privations affectant l'ensemble des civils dans les zones de guerre, comme le faim, le froid et les maladies. Les Juifs ont émergé appauvris, déplacés et désespérés. Alors que la destruction européenne faisait rage, la neutralité américaine durant la plupart de la guerre a permis aux Américains de mettre à bien un rôle humanitaire crucial dans une guerre dans laquelle les civils autant que les forces armées ont souffert. Mais comme nous le verrons au cours de ce colloque, parmi les nouvelles philanthropies américaines, les Juifs américains ont fondé le American Jewish Joint Distribution Committee afin d'aider les Juifs en souffrance. Cette organisation s'est rapidement fait connaître sous le nom de la Joint. Les Juifs américains, dont le contingent de 3 millions de personnes constituait le groupe le plus large de Juifs dans un pays neutre, a dû travailler avec le gouvernement américain, le pays neutre le plus puissant. L'aide sous forme de liquide était reversée à travers la valise diplomatique américaine, ainsi qu'à travers des liens familiaux. Les organisations juives déjà existantes en Europe distribuaient de l'argent en espèces et des envois de fonds, c'est-à-dire un rapatriement d'une somme financière gagnée par un émigré à sa famille. La Joint a connu le plus grand succès avec la Palestine, moins avec la Pologne et l'Ukraine, tentant de reproduire les caractéristiques de l'effort humanitaire déployé par Hoover pour la Belgique, également occupé par l'Allemagne. L'effort de la Joint en Pologne n'a pas abouti. Après l'armistice sur le front occidental, la American Relief Administration de Hoover, ainsi que la Croix-Rouge américaine, se sont rués vers les États-nations encore fragiles de l'Europe de l'Est et d'Europe centrale, où la violence était contenue, afin de proposer des vastes programmes d'alimentation. La Joint s'est immédiatement jointe à ces programmes de secours américains, lui permettant ainsi de mieux atteindre la Pologne et plus tard la Russie, deux pays où les Juifs étaient particulièrement dans le besoin. Les travailleurs humanitaires américains étaient déployés partout en Europe dans le cadre de cette tâche, laquelle consistait d'abord à distribuer d'urgence de la nourriture, des médicaments, des produits sanitaires et des habits pour permettre aux civils de mieux résister aux hivers froids. Ici, vous pouvez voir la Joint acheminer de bœuf kasher depuis les quais new-yorkais vers Danzig, dans l'attente de sa distribution par un travailleur social de la Joint en Pologne. Les autres organisations américaines dont nous traitons dans ce colloque ont quitté en grande partie l'Europe dans le début des années 20, mais la Joint est restée. La Joint ne s'est jamais vraiment limitée au seul objectif de stabilisation que se sont donnés de la plupart des organisations américaines, dans le but de prévenir toute révolution en nourrissant des enfants. Elle s'est attachée, plus encore, à reconstruire la vie juive en Europe. Et à ce titre, plus d'investissement était requis. La condition juive de l'entre-deux-guerres dans les États-nations d'Europe de l'Est et en Union soviétique était difficile.
malgré le potentiel qu'offrait le traité des minorités, qui garantissait le droit pour les minorités à la différence culturelle et économique. Les Juifs américains ne cessaient d'espérer que la situation des Juifs d'Europe s'améliorerait. Mais il leur est rapidement apparu que tel n'allait pas être le cas, comme le suggérait le boycott économique des Juifs en Pologne, le délaissement des Juifs atteints de typhus, les expulsions de réfugiés, les numerus clausus instaurés dans les universités, les pogroms, etc. Le besoin d'aide se faisait pressant. Contrairement à d'autres organisations américaines, les Juifs américains ressentaient un besoin lancinant de porter assistance à leurs camarades juifs, une responsabilité qu'ils ne pouvaient tout simplement pas ignorer. Ce genre de travail humanitaire et social de long terme, qui a commencé en 1921 et qui visait à réhabiliter la vie juive en Europe, comportait 4 volets. Le volet réfugiés, le volet enfants, le volet médicaments et le volet économique. J'ai décidé de mettre cette photo adorable des enfants en Pologne, bronzant lors d'une colonie de vacances financée par la Joint, afin de souligner à quel point la Joint s'est impliquée non seulement dans des programmes alimentaires, mais plus généralement auprès de la société juive européenne pendant les années 20. La Joint a financé des programmes de réhabilitation jusqu'au crash boursier en 1929, même si progressivement l'implication juive locale s'est substituée à celle américaine. Le portrait de l'Europe d'après-guerre maintenant brossé, je vais voir dans quelle mesure l'humanitarisme interne juif américain s'inscrivait dans le cadre plus large de l'humanitarisme et de la philanthropie américaine de l'époque de la Grande Guerre. J'analyserai aussi en quoi son caractère juif l'a distingué des autres formes d'humanitarisme. J'espère vous convaincre que ce projet était américain autant qu'il était juif. Ce poster exprime cette dualité. J'y reviendrai plus tard. Une manière utile de rendre compte de l'activité juive à l'étranger à cette période est de la conceptualiser à l'aune de ce que j'appellerai les affaires étrangères spécifiques des populations émigrées. Par cela, j'entends qu'en tant que minorité, de surcroît récemment installée, avec de fortes connexions avec l'Europe et le Moyen-Orient, les Juifs américains nourrissaient des attentes spécifiques quant au traitement qu'appelaient leurs congénères juifs à l'étranger, comme d'ailleurs c'était le cas pour nombre de communautés ethniques, religieuses et immigrées. Tantôt dans la continuation, tantôt en porte-à-faux, ces attentes entretenaient une relation particulière avec la politique étrangère américaine, leur conférait une position privilégiée alors même que le pouvoir des États-Unis se propageait. Par la contingence et les opportunités du contexte de guerre, l'humanitarisme juif s'est immiscé dans le vouloir dans la politique étrangère des États-Unis. Suivant l'exemple du département d'État, les Juifs américains se sont tenus à une stricte neutralité séparant politique et secours. Toutefois, durant la guerre, il était nécessaire de travailler de concert avec le gouvernement américain afin de permettre le bon acheminement de l'argent vers les Juifs en détresse. À cet effet, la neutralité des États-Unis s'est avérée cruciale. Plus tard, la Joint s'est-elle aussi appuyée sur les ressources américaines. Quand la diplomatie américaine d'après-guerre s'effectuait par l'American Relief Administration et par des prêts privés, la diplomatie juive, quant à elle, s'effectuait par le Joint, une association humanitaire privée. Compte tenu de la position encore précaire des Juifs aux États-Unis, l'organe de secours juif s'est tenu à une certaine distance des initiatives de la Société des Nations,
contrecarrant donc toute possibilité de collaboration internationale. Suite au refus des États-Unis de rejoindre la Société des Nations, il paraissait logique pour les associations juives de continuer à travailler avec leurs homologues américains. La Joint ne jouissait pas de la même proximité avec l'État américain que l'American Relief Administration ou la Croix-Rouge américaine, mais tentait de se donner une allure aussi officielle que possible. Il ne faisait aucun doute que le soutien sans faille des États-Unis était nécessaire pour qu'une telle organisation accède à ces États précaires, leurs zones de guerre, et pour qu'elle engrange le soutien des responsables locaux afin de distribuer l'aide humanitaire. Par sa méthode, la Joint reproduisait quasi exactement celle d'autres organisations américaines, même si l'inverse n'était pas par occasion également le cas. Avant la Grande Guerre, les Juifs américains ne bénéficiaient d'aucune infrastructure humanitaire, quoiqu'ils avaient à leur disposition un réseau de philanthropie et d'institutions en Amérique, ainsi que des modèles de philanthropie juive européenne et de progressisme américain sur lequel se baser. À l'image d'autres Américains, la communauté juive avait une longue tradition de philanthropie locale et d'institutions sociales et communautaires. Cette pratique philanthropique était donc géographiquement circonscrite. L'exporter au-delà des frontières ne relevait donc ni de leur intérêt ni de leur motivation. Tout comme pour d'autres Américains qui se sont soudainement mis à propager le meilleur de la tradition progressiste américaine au reste du monde, la guerre a joué un rôle catalyseur dans le cadre de la propagation de la philanthropie juive hors des frontières. Les méthodes issues du Progressive Era, telles que l'efficacité basée sur l'exploitation de données, le scientisme, le professionnalisme, la gestion centralisée, se sont rapidement ajoutées aux palettes de pratiques couramment utilisées par le Joint. Elles ont bâti un état d'esprit constitutif de l'effort humanitaire américain, et surtout pour les agences non particularistes comme l'American Relief Administration et les fondations Rockefeller, et la Croix-Rouge. Le travail effectué par les philanthropies américaines juives était par conséquent largement redevable à l'influence grandissante des États-Unis dans le monde et au développement dans les domaines scientifiques et les sciences sociales. La Joint a contribué à l'exportation des modèles américains de philanthropie progressiste à des régions qui relevaient de leur intérêt propre. En ce faisant, les Juifs ont affirmé leur identité américaine. Ils avaient foi en la bonté de ce type de philanthropie rationalisée. Ce qui distinguait la Joint était l'attention toute particulière qu'elle portait aux envois de fonds, au réseau communautaire et au savoir local, ainsi que son approche pluraliste. Ces approches ont été rapidement reprises par d'autres organes humanitaires et ont donc pris une forme américaine d'inspiration juive. Les Juifs ont donc contribué au façonnement du modèle humanitaire américain sur la base d'une rationalité qui correspondait à leur vécu d'immigrés. Tout d'abord, les Juifs américains ont fait largement usage des réseaux immigrés dans leur ville natale, au travers d'envois de fonds, de colis alimentaires et de parrainage d'enfants. Les innovations portant sur les envois de fonds et les colis alimentaires ont joué un rôle crucial pour le Joint. Il s'agissait pour le Joint et sa stratégie de développement de convaincre d'autres organismes américains de reproduire ce modèle. Non content de l'efficacité générale de ce modèle, centrer les activités philanthropiques américaines à l'étranger autour d'une logique de diaspora et de réseaux immigrés marchait tout particulièrement pour les Juifs. Deuxièmement, mis à part les associations de missionnaires, les Juifs pouvaient compter sur une meilleure expérience philanthropique internationale que d'autres organisations américaines, ainsi que sur une expérience
familière et familiale d'événements chaotiques. Ce type de savoir s'avérait utile alors même que d'autres Américains effectuaient leur premier pas en tant que philanthropes en terre inconnue. Troisièmement, l'entièreté de l'entreprise philanthropique américaine était empreinte d'une philosophie pluraliste. Ces organisations devant absorber l'idée que la démocratie, le pluralisme et l'efficacité étaient en vérité imbriqués. Elles n'ont fait que succéder aux intellectuels juifs américains, qui avaient déjà appris à concevoir le pluralisme comme une stratégie sociale et politique, un principe organisationnel qui avait le pouvoir de rassembler les juifs entre eux, ainsi que les juifs avec leurs voisins. Le pluralisme permettait aux juifs de maintenir leurs différences tout en faisant partie intégrante du corps politique américain. Le pluralisme leur donnait une place à la table des négociations de l'American Relief Administration, leur permettant de se présenter d'égal à égal avec les représentants de la Croix-Rouge américaine et de la YMCA, de requérir l'ajout de colis et de soupes populaires cachères au Secours général américain et de demander l'inclusion de représentants juifs dans les comités polonais de distribution de nourriture. L'humanitarisme juif ne correspondait pas non plus parfaitement à l'humanitarisme américain de l'époque. Si le Joint se présente comme une association non particulariste et résolument américaine, elle était en vérité concentrée sur la souffrance des Juifs. Le choix de s'attacher d'abord et surtout au sort des Juifs n'était pas au premier abord inévitable. D'autant que la tradition humanitaire de l'époque était profondément attachée au sécularisme de l'ère progressiste. C'était avant tout le résultat d'une suspicion que, de cet effort humanitaire, les Juifs allaient se retrouver les derniers servis. La peur de voir l'antisémitisme affecter l'effort humanitaire américain et de voir de la traite de Versailles délaisser les Juifs d'Europe représentait des raisons supplémentaires de conduire un effort humanitaire par et pour les Juifs. De ce surcroît, tant les Juifs d'Europe que les Juifs américains, à la source du financement, ont activement participé à cet effort, une caractéristique rarement observée dans de tels arrangements humanitaires ou impériaux, lesquels étaient plus souvent concernés par l'ouverture des nouveaux marchés pour les entreprises américaines et par des enjeux de stabilité politique. Certains endroits du monde n'intéressaient pas l'effort humanitaire américain, celui-ci les considérant trop risqués. Tel était le cas pour l'Ukraine, où les pogroms avaient conduit à la mort de centaines de milliers de Juifs en 1918. Et où, malgré la révolution russe, la Joint voulait concentrer ses efforts. La Joint était donc la première organisation américaine à mettre pied en Russie soviétique. Cette première n'a malheureusement pas fonctionné. La Joint avait besoin du soutien de l'État américain, qu'elle a réussi à convaincre grâce à de larges donations adressées à l'effort général humanitaire américain. Toute initiative non particulariste mise en œuvre par le Joint était donc un moyen pour elle d'obtenir les faveurs de l'État américain et d'avoir accès aux populations juives d'Europe de l'Est. Dans le cadre de l'exportation de modèles d'aide sociale et sanitaire issus de l'ère progressiste aux Juifs d'Europe de l'Est et de Palestine, les Juifs américains ont construit un large réseau de programmes d'assistance sociale pour les Juifs, imbibés de culture américaine. Les organisations juives américaines se sont d'abord appuyées sur les ressources de leur État. De véritables représentants américains, ils ont renforcé l'architecture humanitaire qui leur était proposée. Ils ont parallèlement prouvé, par l'application de leur savoir-faire et de leur expérience juive, leur droit à un statut d'égal dans une Amérique et une modernité dont ils se revendiquaient.
Les années 1920 ont vu l'évolution de ce savoir-faire et de cette expérience du secours vers la réhabilitation et le refaçonnement des communautés juives en Europe, visant à l'origine à l'établissement de soins palliatifs dans l'attente de la mise en œuvre du traité des minorités. Les organisations juives américaines ont répondu à la précarité continuelle de la condition juive en construisant progressivement un vaste programme social en se basant sur le progressisme américain et sur une longue tradition d'entraide juive. Les Juifs américains se sont donc construits ce qui s'apparente à un système fiscal spécifique leur enjoignant à financer leur propre projet humanitaire collectif. Je conclurai avec le poster. Cette représentation de ce projet philanthropique juif américain jouit d'une large circulation. Ça fait des années que je fixe ce poster. On peut y voir Columbia, le symbole à l'époque de la liberté, représenté par une jeune femme pure, raffinée, blanche, à la robe éthérée, l'allégorie de la nation toute entière avec un chapeau sous forme de drapeau, appelant ainsi les Américains à la charité en son nom. Les victimes aux vêtements dépenaillés dans une Europe déchirée par la guerre figurent au premier plan. On peut voir derrière Columbia l'horizon brillant et brumeux de la ville de New York, avec son emblème de la liberté, la Statue de Liberté. Ceci n'est donc pas seulement la représentation d'immigrants allant aux États-Unis, mais aussi d'Américains, munis de leur extraordinaire bonté, allant vers les immigrants. Elle est imbibée du patriotisme américain, nonobstant l'origine des fonds et la destination de ceux-ci. Qui plus est, seul le mot juif et les étoiles juives au bas suggèrent que ce poster est juif. La guerre a marqué un catalyseur, un tournant décisif dans la transformation de la solidarité juive hors des frontières américaines. C'est véritablement à ce moment que les institutions juives américaines se sont mondialisées. C'est l'époque à laquelle l'américanisation du juif a pris le pas sur l'américanisation de l'immigrant juif. Les Juifs se sont ralliés à l'expansion de l'État américain au moment critique de la Première Guerre mondiale et ont participé à un effort humanitaire avant même que les États-Unis ne soient rentrés dans la guerre. À partir de ce moment, ils ont fait partie intégrante de la politique étrangère américaine et de l'Empire américain, allant jusqu'à jouer un rôle dans le façonnement des affaires étrangères américaines. En ce faisant, ils affirmaient leur statut d'Américains, mais étaient néanmoins toujours juifs, plus soudés et organisés que jamais. Merci. Je vais présenter quelques observations pour présenter la communauté américaine en France, en les classant en 3 familles de commentaires. La première famille, c'est pour montrer qu'il s'agit d'une communauté très particulière, qui a des caractéristiques spécifiques fortes. La deuxième série de commentaires, c'est pour illustrer que cette communauté s'était dotée, et elle se dote toujours d'ailleurs, d'institutions fortes, bien structurées. L'hôpital américain qui a été cité ce matin en étant une, mais qu'elle s'était dotée d'institutions structurantes. Et la troisième famille de commentaires, c'est pour dire que cette organisation interne de la communauté américaine lui permettait des actions rapides et efficaces, que je vais m'efforcer d'évoquer rapidement. Alors, c'était une communauté riche, influente et francophile. Un mot sur le contexte, qui était très significativement différent du contexte actuel, sans doute. Elle était dans un pays très prestigieux, riche, puissant, respecté, dans des proportions qu'on n'imagine pas forcément. Par exemple, les industriels américains, en 1914, à la belle époque, redoutaient les industriels français pour leur grande habileté, leur grande technicité, et leur série très courte et très chère.
Et donc c'était un autre monde. Ils avaient peur un peu de l'industrie française. Donc cette communauté étrangère se trouvait dans un milieu qui l'impressionnait et avec lequel elle était dans une situation d'émulation. Elle était elle-même, cette communauté américaine, prestigieuse et impressionnante parce qu'elle comptait beaucoup de membres extrêmement riches et extrêmement puissants. Et donc elle était dotée d'un grand prestige et elle était très sincèrement et sentimentalement francophile. Combien était-il? Alors ça, on pourrait consacrer un colloque entier d'ailleurs, à essayer de se mettre d'accord sur un chiffre, et on ne serait pas d'accord, il n'y a aucun doute. Les estimations de la communauté américaine varient entre 7000 membres, ce qui est le chiffre de l'INSEE, et 100 000 membres, qui est un chiffre qui a beaucoup de sens, car c'est plus proche de ça pour une raison qui tient à une des caractéristiques fortes de la communauté américaine, c'était qu'il s'agissait d'une émigration en contrat à durée déterminée. Il y avait beaucoup de retours au pays. Beaucoup d'Américains rentraient chez eux régulièrement ou à la fin de leur vie. Et donc, dénombrer une communauté aussi mouvante est très difficile. Donc, en avançant un chiffre de 100 000, on tient compte de 30 ou 40 000 résidents permanents à vie et d'une quantité équivalente qui font des allers-retours et dont certains reviennent. C'était quand même une communauté beaucoup plus petite que d'autres communautés étrangères à Paris, comme les Belges ou les Italiens, qui étaient 1 million pour les uns et 500 000 pour les autres. Donc une petite communauté avec beaucoup de prestige et certains membres très riches. Un mot sur une caractéristique, elle aussi très spécifique, de l'émigration américaine. J'ai dit qu'elle était provisoire, c'est-à-dire qu'il y a peu d'émigrations dans le monde qui sont réversibles. Elle est aussi suspecte, et suspecte pas tellement auprès de son pays d'accueil, mais auprès de son pays d'émission. Les émigrants américains ne sont pas souvent aussi bien considérés qu'ils le mériteraient par leur propre gouvernement. Ça se manifeste dans les lois sur la nationalité, sur le droit de vote. Je ne parle pas des lois fiscales pour lesquelles c'est encore aujourd'hui une inégalité très grande. Et donc c'est une collectivité qui a une relation avec son propre gouvernement très particulière. Son propre gouvernement, à certains égards, est un adversaire en matière juridique, en matière politique peut-être. Donc voilà une caractéristique qui explique aussi un comportement de groupe très particulier. On peut classer cette communauté par une typologie en deux groupes. Pour faire simple, on appelle un groupe rive droite et l'autre groupe rive gauche. Donc dans le groupe rive droite, on trouve les Américains riches qui habitent sur la rive droite, qui vivent entre eux sur la rive droite. Et dans le groupe rive gauche, ce sont des Américains, généralement souvent moins riches, beaucoup d'artistes, car à la belle époque, il y avait une quantité extraordinaire d'artistes dans la communauté américaine en France. Et les Américains rive gauche, eux, ont une intégration plus grande avec l'environnement français. Voilà la communauté rive droite typique. Ceci, c'est le banquet du 4 juillet de la Chambre de commerce américaine, du 4 juillet 1912. Les mauvais esprits constateront qu'il n'y a aucune femme. Alors, cette communauté a su créer des organisations qui existent encore, bien entendu, et qui sont des piliers, en quelque sorte, garants de son américanité et de la conservation de son américanité. Ces piliers sont l'American Club, l'Hôpital américain, la Chambre de commerce américaine, une société de secours des États-Unis, côté philanthropique, et deux sociétés considérées comme très, très importantes à l'époque et qui illustrent un peu le poids des artistes dans la communauté américaine, l'American Art Association et l'American Painters Association,
qui étaient deux sociétés très importantes et interlocuteurs reconnus de la communauté américaine. Voilà les 5 piliers de l'américanité. S'y ajoutaient 3 banques très puissantes et très structurantes, la banque Morgan, sous ses différents noms, Morgan Argus, Morgan Company, etc. La banque Monroe, qui était une banque très ancienne, très intégrée dans la société française, et la banque Seligman, qui existe encore sous forme d'une petite société d'investissement. Ces organisations, toutes les organisations américaines à Paris, étaient à un titre ou à un autre des organisations pionnières. L'American Club, qui existe bien sûr encore aujourd'hui, il est l'héritier en ligne directe et par une succession d'autres associations des déjeuners que Benjamin Franklin organisait chaque dimanche midi. Et donc il y a eu pendant tout le XIXe siècle une succession d'associations qui, sous des noms différents, ont repris cette tradition qui existe toujours. L'Église américaine, celle qui est Quai d'Orsay aujourd'hui, était la première Église américaine à l'étranger. La Chambre de commerce américaine était la première Chambre de commerce américaine à l'étranger. Tout ceci montre bien le caractère particulier de la France pour les Américains à la belle époque. Et l'hôpital américain était le premier, et à ce jour c'est le seul, comme l'a dit John Crawford ce matin, le seul hôpital américain à but non lucratif doté d'un statut fédéral, ce qui lui donne une caractéristique évidemment tout à fait atypique. Il y avait aussi un journal, le New York Herald, qui existe encore sous un autre nom, sous forme de International New York Times, qui était le journal, un véritable journal de communauté, puisque par exemple, à la belle époque, le New York Herald tenait un registre nominatif de tous les mouvements des Américains de la bonne société. Donc, un tel était rentré aux États-Unis, un tel était revenu aux États-Unis, un tel avait marié sa fille, etc. Donc il y avait un registre individuel de plus de 4000 Américains, considérés comme appartenant à la bonne société. J'ai cité les artistes pour donner une idée de l'importance et du poids des artistes, qui n'est pas, ça ne nous éloigne pas de notre sujet sur la philanthropie, car les artistes américains ont joué un grand rôle dans l'évolution de l'opinion publique américaine, parce qu'ils avaient des relations aux États-Unis, parce qu'ils voyageaient aux États-Unis, et parce qu'ils faisaient connaître la situation des troupes alliées aux États-Unis. Et les artistes disposaient d'un prestige à l'intérieur de la communauté très étonnant. Si, par exemple, dans le Who's Who de 1905, à Paris, sur les 110 personnalités les plus importantes de Paris, de la communauté américaine, il y a 42 peintres. Ce qui paraît extraordinaire aujourd'hui. Dans le Figaro, qui consacre un numéro spécial à la communauté américaine aussi, il y avait une partie très importante d'artistes, peintres ou écrivains. Et bien entendu, des artistes au moment de la guerre, comme Gertrude Stein, Edith Wharton ou Mary Cassatt, ont joué un rôle très important par leur voyage et par leurs relations pour populariser dans leur milieu les actions philanthropiques à mener au bénéfice de leur pays d'accueil. Donc, une chose que j'aurais dû citer, que je cite avec un peu de retard, une chose étonnante dans ces organisations américaines en France était l'endogamie de ces organisations. Chaque conseil d'administration comptait un petit nombre de membres qui se retrouvaient dans plusieurs. Et donc, en fait, en 1914, j'en ai fait le compte, 20 ou 30 personnes administraient toutes les organisations américaines à Paris. L'hôpital, la chambre de commerce, les deux églises, enfin l'église et la cathédrale, l'American Club, tout ceci était représenté par une vingtaine de personnages importants et omniprésents. Évidemment, c'est une caractéristique qui est directement éclaire notre sujet. Alors, les premières actions philanthropiques, comme cela a été évoqué ce matin, résultent de l'action des ambassadeurs, Eric et Sharp, le 3 août. Et ce qui est spectaculaire, comme l'a dit John Crawford ce matin, c'est que l'hôpital américain a immédiatement accepté de se mettre au service des blessés français, des blessés alliés, et que la Chambre de commerce, le lendemain, le 4 août,
dans une réunion spéciale de son conseil d'administration, a décidé d'apporter un premier financement de 100 000 francs pour l'équipement de l'hôpital et commencer à annoncer le fonctionnement de The American Ambulance. Il faut ajouter dans ces premières actions des actions individuelles très, très nombreuses et très rapides, je n'en cite que quelques-unes. On a cité le cas de Gertrude Vanderbilt Whitney, qui a immédiatement, dans les premières semaines de la guerre, financé et équipé l'hôpital de Juilly de 250 lits sur sa fortune propre. On peut citer aussi Robert Bacon, qui était le président du conseil des gouverneurs de l'hôpital américain et qui, avec sa femme, a financé et équipé, un peu plus tard, 2 ou 3 mois plus tard, un train sanitaire de 13 wagons sur sa fortune propre. John Moffat, qui était un Écossais, avait fondé le Lafayette Memorial Fund, qui a été très utile pour organiser à travers tous les États-Unis des manifestations, des événements, on en a parlé tout à l'heure, des événements pour rassembler des fonds justement de la philanthropie de masse sous différentes formes de Lafayette Days, Allied Bazaar, Hero Day, etc. Donc il a joué un rôle significatif. Herman Archers, qui était l'un des cofondateurs de la Banque Morgan, a lui aussi fondé une ambulance. Ensuite, il a présidé la Croix-Rouge américaine en France. Et je cite, par référence à l'intervention tout à l'heure, Bernard Schoninger, qui était un ancien président de la Chambre de commerce américaine, qui était un fils de rabbin, et qui a créé une union des associations étrangères à Paris pour étendre aux autres minorités, aux autres associations plus petites et moins structurées et moins puissantes que la communauté américaine, des actions de recueil de fonds et de financement d'opérations de bienfaisance. Donc voilà, ce sont quelques illustrations. Le premier bilan qui illustre cette rapidité a été fait en fait en mai 1915, lorsque, à la demande de sur la proposition de Gabriel Anoto, une réunion a été faite pour faire le bilan de toutes les actions qui avaient été entreprises depuis le début de la guerre, c'est-à-dire depuis 6 ou 7 mois, et pour exprimer la reconnaissance de la France aux Américains en demandant à des écrivains célèbres et à des artistes célèbres, comme Rodin par exemple, de faire soit un texte, soit un dessin qui serait dans un grand livre, qui serait transmis au Congrès, qui serait exposé aux États-Unis en témoignage de la reconnaissance de la France. Eh bien, dans cet inventaire des actions menées en quelques mois, il y a la création de 50 associations charitables et philanthropiques, dont la moitié en province, et dont 17 hôpitaux. Et 80 initiatives identiques aux États-Unis, dans une vingtaine d'États, pour recueillir de l'argent pour l'aide à la France en guerre. Tout ceci en 7 mois, tout compris. Donc c'est tout de même effectivement une illustration, me semble-t-il, assez spectaculaire. La photo d'une ambulance, des ambulances, dans l'hôpital américain, qui est donc l'ancien lycée Pasteur transformé en hôpital. J'ai presque terminé. Qu'est-ce qui explique cette efficacité et cette rapidité, de mon point de vue? La première, c'est que la communauté était nombreuse et active, et surtout, à la différence de beaucoup d'autres collectivités, elle avait conservé des liens étroits avec le pays d'origine, et donc les actions, d'une part de recueil de fonds, d'autre part d'évolution de l'opinion publique américaine pour l'aider à évoluer de la neutralité vers l'entrée en guerre, ont été rendues plus faciles. Ensuite, elle était riche, ce qui évidemment ne gâche rien, et ça a permis des actions spectaculaires, et au total, les évaluations qui ont pu être faites conduisent à dire que ces actions ont recueilli pendant la période de neutralité l'équivalent de 750 millions de dollars actuels. Elle était très francophile, cette communauté, ce qui a donné aux actions menées auprès de l'opinion publique et auprès des partenaires américains une dimension sentimentale très grande, le mythe de Lafayette, le mythe des républiques sœurs, et ce qui a permis donc d'avoir un aussi grand nombre de volontaires et d'engagements individuels pour des raisons à caractère
évidemment sentimentale. Enfin, elle était structurée et bien organisée, donc c'était l'American Way of Working, c'était quelque chose de sérieux. Et donc, c'est impressionnant de penser que l'hôpital américain, que je prends comme exemple, est passé en 5 semaines de 24 lits à 250, je crois, et puis 600 ensuite, et 1200 à la fin, si je ne me trompe pas. Tout ça en un temps extraordinairement court, avec une efficacité étonnante. La Chambre de commerce, de son côté, qui avait déjà joué des actions de précurseur en recueillant des fonds à chaque catastrophe nationale qui avait frappé la France, comme l'éruption de Montagne Pelée en 1902 ou les inondations de 1910, la communauté américaine et en l'occurrence la Chambre de commerce avaient recueilli très rapidement des fonds importants, donc elle avait malheureusement une pratique de ces opérations extrêmement ambitieuse et compliquée. Donc nous sommes en 1914, c'est effectivement la fin de l'insouciance. Je termine par le supplément du New York Herald, le dernier numéro supplément mode du New York Herald, juste avant la catastrophe, c'était la mode d'été. Je vous remercie.